Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est ensemble pour cette première séance du séminaire sur les compétences psychosociales en milieu scolaire. Donc, je suis Stéphanie Duval, je suis chercheuse au CNRS. J'ai longtemps travaillé sur en neurosciences cognitives. J'ai longtemps travaillé sur les interactions entre les émotions et les processus attentionnels et perceptifs, c'est-à-dire comment est-ce que les émotions interviennent dans la chaîne de traitement de l'information pour moduler l'attention et la perception, surtout visuelle. Et depuis ma rencontre avec Pascal, je m'intéresse à l'application de ces effets dans le domaine de l'apprentissage lié à l'éducation. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, moi, je suis Pascal Hague, je suis maîtresse de conférence à l'EHESS depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai eu un parcours qui m'a amené à d'abord être musicienne, puis après, me suis intéressée à la grammaire sanscrite. Donc, j'ai fait une thèse sur la grammaire une grammaire ancienne de l'Inde qui s'appelle la grammaire de Panini. Et puis, finalement, au contact de chercheurs de l'école des hautes études, je me suis rendu compte aussi que j'avais envie de travailler sur des problématiques plus contemporaines que un traité de grammaire sanscrite du IVe siècle avant notre ère et ses commentaires. Et donc j'ai fait une deuxième thèse en psychologie où je me suis intéressée à l'expérience doctorale et plus largement l'expérience étudiante. Je travaillais sur stress, santé et l'expérience de la relation d'encadrement. Ce qui m'a amené au fur et à mesure à me rendre compte qu'il y avait finalement une sorte de malaise qui englobait l'ensemble du système éducatif. C'était pas seulement les étudiants qui étaient stressés ou les doctorants, mais il y avait beaucoup de difficultés et depuis longtemps dans le système éducatif. Et donc je me suis demandé en tant que petite chercheuse ce que je pouvais faire pour contribuer à la réflexion. Et ça m'a amené vraiment à changer complètement, non seulement d'orientation de recherche, hein, j'étais philologue, j'étudiais des manuscrits et des apparats critiques, et ça m'a amené à avoir une manière d'aborder la recherche qui est beaucoup plus participative. Et vraiment, je travaille sur des recherches-actions qui visent maintenant à la fois à produire des connaissances, mais aussi à une transformation sociale. Et parmi les travaux qu'on a fait, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir au fur et à mesure de ce séminaire, on a travaillé avec Stéphanie, avec des élèves co-chercheurs, hein. Donc c'est vraiment, on ne faisait pas de la recherche sur les enfants, mais la recherche avec des enfants, des adolescents, sur la question de la construction de l'identité à l'adolescence. Et donc on a publié deux articles, un qu'on a publié avec Stéphanie et un étudiant de l'EHESS d'ailleurs, qui était en master à l'époque, et un autre article qu'on a écrit avec les élèves qui a été publié. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore assez neuf en France. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, mais ça commence à se faire de plus en plus. Et c'est certainement des questions dont on aura l'occasion de reparler parce que l'effet d'être associé comme co-chercheur à une recherche par rapport à être un objet de recherche, ça a aussi un effet sur les compétences psychosociales et c'est ce qui est ressorti des témoignages des élèves. Ils ont dit que ça leur avait donné plus confiance en eux, que ça leur avait permis d'aborder des questions aussi qui font travailler la métacognition. Donc on a vraiment eu un exemple d'intervention qui, sans être une intervention destinée à développer les compétences psychosociales, mais plutôt à travailler sur mieux se connaître, mieux se comprendre, avait eu cet effet-là. On a en fait déjà fait un séminaire l'année dernière sur la question des compétences psychosociales avec une jeune chercheuse qui s'appelle Laure Laville et qui fait sa thèse sur un dispositif qui s'appelle le Classroom Assessment Scoring System, qui est un dispositif qui a été un outil d'évaluation et de formation pour travailler sur la qualité des interactions enseignant-élève. Donc ça fait intervenir évidemment des questions qui sont assez proches de la question des compétences psychosociales. Et elle nous avait fait une présentation très détaillée d'un cadre spécifique qui est le plus connu en France. Et donc ceux et celles d'entre vous qui se sont déjà intéressés au sujet ont certainement entendu parler, qui est le fameux référentiel de Santé publique France. Alors, on en dira quelques mots. Je ferai une petite présentation de différents cadres assez succincte parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque système, mais je vous renverrai à cette vidéo. Il y avait eu une captation, donc elle est disponible en replay sur ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est pas la peine qu'on fasse quelque chose de redondant. Donc j'en parlerai un petit peu, mais je rentrerai pas forcément dans le détail de cette présentation. Quelques mots sur le séminaire, hein. Rien qu'avec les titres, hein, vous allez voir.
que d'abord j'essaye d'embrasser un spectre assez large. Je sais aussi qu'à l'EHESS, on a souvent une majorité de chercheurs qui ne sont pas psychologues. Donc j'essaye de ne pas inviter que des chercheurs en psychologie pour ce séminaire pour qu'on puisse aussi s'ouvrir à des cadres théoriques qui soient pertinents pour vous, même si la psychologie est pertinente, c'est parce que je vais pas dévaloriser ma discipline, mais notamment l'approche en sociologie. J'ai fait il y a quelques années des séminaires avec Serge Pogam. On a très souvent une espèce de dichotomie entre la sociologie et la psychologie, où les sociologues nous disent, ah bah oui, mais la psychologie c'est individuel, la sociologie c'est collectif, et je vois même des collègues, y compris à l'EHSS, et qui l'ont écrit, donc je le cite, qui vont jusqu'à dire que ouais, mais la psychologie c'est de droite, la sociologie c'est de gauche. Et donc moi, je suis vraiment à la recherche de manière de dépasser ces clivages et ces caricatures mutuelles. Ce qui caractérise ce séminaire, comme la plupart des séminaires de l'EHESS, c'est d'essayer d'être critique par rapport à toutes les catégories qu'on va adopter. Et donc, cette catégorie de compétences psychosociales en soi, elle s'inscrit dans un contexte historique, dans un contexte social. La focalisation qui a lieu depuis une trentaine, quarantaine d'années sur cette question des compétences psychosociales, c'est pas par hasard qu'elle arrive en ce moment. Donc, on va essayer vraiment d'explorer tout ça, à la fois en faisant appel à des personnalités représentantes de l'institution. Vous voyez qu'en en mai, notamment, on va terminer avec Christophe Marsollier, qui est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la question du bien-être à l'école, inspecteur général de l'éducation nationale. Et il a dirigé une mission interministérielle sur les CPS, hein, sur les compétences psychosociales. Alors, on évite les acronymes, mais CPS, on va le dire pour compétences psychosociales parce qu'on va l'employer tout le temps, tout le temps. En anglais, ils disent plutôt social emotional learning. On n'a pas tellement psychosocial skills, ça peut arriver, mais c'est pas majoritaire. L'expression, pardon, psychosociale a été retenue par Santé publique France et par l'Éducation nationale plutôt que sociale et émotionnelle. Donc on va s'ajuster et puis adopter en français l'expression la plus courante. Par contre, puisqu'on est critique, on va aussi avoir parmi les intervenants des personnes qui vont critiquer la notion même et le fait de s'appuyer enfin, de s'appuyer ou en tout cas de promouvoir l'enseignement explicite des compétences psychosociales. Et ça sera dès la semaine prochaine avec Carl Emery, qui est un chercheur de l'Université de Manchester et qui écrit depuis longtemps sur une critique des politiques publiques liées aux questions de santé et notamment cette question de social and emotional learning. Et donc, vous voyez dans le titre, on a déjà un petit peu, c'est un peu spoiler parce que c'est question de pouvoir, d'inégalité et de justice. Je pense que les sociologues se sentiront particulièrement à l'aise avec cette manière d'aborder les choses. On aura aussi des personnes qui abordent la question d'un point de vue très pratique, hein, et notamment une association qui s'appelle Scolavi, qui travaille beaucoup avec l'éducation nationale et dont l'objectif est d'aider, de soutenir, d'accompagner les enseignants dans le développement des compétences psychosociales chez les élèves. Ah, je fais une petite aparté parce que c'est une question qu'on n'étudiera pas aujourd'hui, mais il y a eu des séminaires là-dessus par le passé. On parle toujours des compétences psychosociales des élèves. Mais on parle assez peu des compétences psychosociales des enseignants et c'est une question hyper sensible. C'est ce qui m'intéresse beaucoup dans le Classroom Assessment Scoring System, ce travail sur la qualité des interactions enseignants-élèves. Les élèves modélisent énormément ce qu'ils voient autour d'eux et il est bien évident que la manière dont les enseignants vont s'adresser à eux, les enseignants vont leur présenter les travaux à réaliser, les enseignants vont aussi les accompagner dans la régulation des interactions entre pairs, va beaucoup dépendre de la manière dont l'enseignant lui-même s'y prend. Et donc un enseignant, par exemple, qui va diriger un conseil d'élèves, qui va apprendre aux élèves à débattre, hein, va pas avoir le même effet sur la classe qu'un élève qui crie, un enseignant, pardon, qui crie sur ses élèves. On sait qu'ils évitent tous de le faire, ça, on n'est jamais à l'abri d'un moment de colère, mais en tout cas, c'est extrêmement important et intéressant pour les enseignants, je pense, de réfléchir eux-mêmes aussi à leur posture dans la classe. Et donc, dans cette deuxième séance, Macarena, chercheuse de l'université d'Aix-Marseille, qui a fait sa thèse sur le théâtre, hein, en milieu scolaire, et Laure, la fondatrice de Scolavi, vont nous parler de l'évaluation d'impact. Sur la question de l'évaluation d'impact, il y aurait aussi tout plein de choses à dire sur pourquoi on a besoin d'évaluer l'impact de nos formations dans un univers néolibéral où la question de l'évaluation est omniprésente. Voilà, et ensuite, on va avoir 2 séances qui peuvent paraître
un peu de l'extérieur, peut-être presque hors sujet, et qui pour moi sont centrales. Et là aussi, je dévoile un petit peu mon propos de tout à l'heure. Vous allez voir que les classifications des CPS qui existent, hein, que ce soit celle du CASEL qu'on va voir tout à l'heure, celle de l'ONICEP, enfin, des Nations Unies, non, l'ONICEP, pardon, j'en parlerai pas, celle qu'on peut avoir à l'OCDE, et puis celle de Santé publique France, sont centrées vraiment sur les interactions humaines. Or, on vit dans un moment de crise environnementale, crise climatique, où toute la question de notre rapport aux autres espèces et notre rapport plus largement à la nature est à questionner. Donc, on aura deux séances sur le rapport intra- et interspécifique au Japon, avec une doctorante de l'EHESS et une autre doctorante de l'EHESS qui, elle, fait des interventions avec des ateliers de création de slam et de poésie pour sensibiliser à la question de ce qu'on peut appeler la littératie océanique ou la biodiversité marine. Après, on aura une collègue chinoise qui va nous parler de la question, aussi une autre question, ces catégories de compétences psychosociales. Est-ce qu'elles sont universelles? Est-ce qu'elles sont occidentales? Cette chercheuse chinoise nous parlera de la question de comparabilité interculturelle. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux dire un mot des chercheuses dont tu t'es plus particulièrement occupée. On a invité des chercheurs, donc une chercheuse qui travaille en Chine sur les compétences socio-émotionnelles et qui va présenter une revue un peu récente de ses travaux. Et j'ai un peu oublié le topic précis pour celle-ci. C'est On Cross-Cultural Comparability of the Ah, c'est ça. on Social and C'est Emotional ça, Skills. c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est elle qui a travaillé longtemps en Angleterre et puis ensuite en Chine et qui, du coup, va nous proposer une étude des différences entre les différentes cultures qu'elle a étudiées sur les compétences socio-émotionnelles. On aura une chercheuse italienne, Valeria Cavioni, qui a fait partie du mouvement, du groupe CASEL, qui va présenter le- l'approche récente, donc plutôt américaine, mais aussi anglaise, des interventions sur les compétences socio-émotionnelles. Et puis enfin, une présentation par une chercheuse d'une équipe lyonnaise qui travaille avec une approche en psychologie cognitive sur les facteurs prédictifs, euh, sur les compétences socio-émotionnelles comme facteurs prédictifs de la réussite académique. On compare, j'imagine que c'est une étude longitudinale, il compare entre la maternelle et le CM2, en fait. Enfin, très intéressant, évidemment. Et après les deux séances que j'ai pas encore évoquées du mois d'avril et mai, il y en aura une avec un chercheur anglais qui travaille sur la manière dont pratiquer la musique et en particulier la batterie peut aussi développer les compétences psychosociales des élèves. Et Emeline Porté, qui est formatrice, donc je vous disais qu'on essayait d'avoir aussi des représentants de l'institution, elle est aussi à la DGESCO en prévention du décrochage scolaire, hein, et qui vient d'écrire un ouvrage sur les pratiques scolaires qui permettent de... Alors là, on a appelé ça pour développer quels CPS, mais son ouvrage est plus largement, porte plus largement sur les pratiques qui permettent de prévenir le décrochage, justement. Et l'ouvrage vient de sortir, donc elle fait pas mal de présentations en ce moment en librairie. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà des remarques, des commentaires sur ce programme. Pour les personnes qui souhaitent valider le séminaire, ce que j'ai fait au semestre dernier et ce que je vous propose dans le cadre de la validation, c'est de choisir une des séances pour en devenir un peu la modératrice ou modérateur, hein. C'est-à-dire que vous regardez un peu qu'a produit le chercheur ou la chercheuse, vous l'introduisez, vous la présentez et puis vous introduisez la discussion aussi. L'objectif, c'est à la fois pour vous, vous serez amené, si vous continuez dans l'univers universitaire, à de temps en temps animer des tables rondes. Donc, c'est un bon exercice d'avoir à présenter les gens. Et puis, souvent, le début de la discussion, voilà, on termine la présentation, on applaudit, et puis un grand silence. Et bon, évidemment, je me charge toujours d'intervenir s'il y a besoin, mais je trouve que c'est une bonne habitude aussi pour pouvoir lancer une discussion comme ça de prime abord. Et les étudiantes du semestre dernier, l'une d'elles, qui en plus, dont le français n'était pas la langue maternelle, m'a dit, c'est pas toujours facile de prendre la parole quand on est en groupe, on peut avoir peur de dire des bêtises ou de poser des questions qui sont idiotes.
Ici, il n'y a pas de questions idiotes. Enfin, vraiment, toutes les questions sont légitimes. Et donc, je peux que vous encourager à parler, mais on peut comprendre aussi que ce soit pas facile. Et donc, d'avoir cette séance où vous savez que c'est plus particulièrement attendu, ça vous dispense pas d'intervenir le reste du temps, mais ça permet au moins de se dire que voilà, vous serez amené à intervenir au moins une fois dans ce séminaire. Et pour finir sur la question de la validation, ce que je vous propose aussi, c'est de réfléchir à la lumière de ce que vous apprendrez dans les séances, à une présentation qui pourra avoir lieu à la dernière séance du séminaire, qui sera 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est assez court, qui fasse le lien entre votre propre sujet et le sujet du séminaire d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ce que je vous ai entendu dire jusqu'à présent, je pense que ça sera assez facile de trouver un lien entre la question des compétences psychosociales et votre propre sujet. Donc l'idée, que ce soit pas une charge de travail supplémentaire, mais que ça vous permette vraiment d'éclairer le travail que vous menez par ailleurs, hein, avec une réflexion qui sera peut-être un pas de côté, mais qui peut-être aussi peut contribuer à nourrir votre travail. Alors, je vous ai dit qu'on passerait très rapidement sur le référence de Santé publique France, hein. Le tome 2 vient de sortir. Le tome 1 est paru il y a presque un an. C'est un élargissement d'un premier référentiel qui avait été publié en 2022. Je vous ai mis aussi le lien, je pourrais vous envoyer la présentation, je vous ai mis le lien vers la présentation de Laure Laville de l'année dernière, hein, et plus largement vers les séminaires des années passées. Voilà, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je voulais parler un petit peu de l'importance croissante de ce concept de compétences psychosociales, vous un bref historique, un petit peu de terminologie pour savoir de quoi on parle, réfléchir à la manière dont ce concept est mobilisé, instrumentalisé, qui peut être aussi, je pense, un outil, l'idéologie néolibérale. Réfléchir aussi à d'où on parle et d'où sont extraits ces cadres dont je vous disais tout à l'heure que finalement on parlait beaucoup des relations humaines, mais pas, finalement, pas tant finalement du monde qui nous entoure. Et puis, enfin, pour, celles et ceux d'entre vous qui connaissent, Hartmut Rosa, on parlera un petit peu de d'Hartmut Rosa et de la pédagogie de la résonance, hein, en tout cas du concept de résonance. En préparant ce séminaire, j'ai vraiment été, fidèle à l'esprit de l'EHESS, si on peut dire, c'est-à-dire que j'ai été explorer aussi des choses que moi je connaissais pas forcément encore très bien. J'ai été lire des choses nouvelles. J'ai été labourer un peu plus largement que mon champ habituel, puisque l'angle d'approche que j'ai moi des compétences psychosociales, c'est vraiment en lien à travers le Classroom Assessment Scoring System au départ. Et ce que j'ai pas dit dans ma présentation tout à l'heure, c'est que dans mon parcours de chercheur engagé, j'ai été jusqu'à créer une école qui était inspirée du modèle de John Dewey, les écoles laboratoires, les laboratory schools, où les chercheurs travaillent vraiment de manière suivie, régulière, organique avec les enseignants, parce que mon constat à l'issue de ma thèse et quand j'ai commencé à vouloir travailler avec des enseignants, c'était de voir qu'il y avait finalement une sorte de clivage entre la recherche et l'enseignement, où très souvent les enseignants nous disaient, bah oui, vous les chercheurs, vous venez, vous collectez vos données, vous repartez dans vos laboratoires et puis vous écrivez des articles qui, même si on les lit, ne nous aident pas à transférer des pratiques dans les classes. Et donc j'ai eu le sentiment qu'il y avait besoin de passeurs, de personnes qui aidaient à faire ce lien entre la recherche et les enseignants. On peut le faire avec l'éducation nationale, évidemment, il y a des chercheurs qui travaillent avec l'éducation nationale, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était jamais un travail qui se menait au long cours et au quotidien. Et donc j'ai voulu créer cette école au départ dans le public, hein. Moi, je suis enfant d'enseignant du public, donc j'ai vraiment eu envie d'inscrire cette initiative dans l'éducation nationale. C'était en 2015, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça a été très bien accueilli. J'ai rencontré plein de gens. J'ai été reçue à l'Élysée, j'ai rencontré des recteurs et tout le monde trouvait l'idée super, sauf qu'il se passait rien. Il y a des écoles, des établissements innovants. Il y a une fédération qui s'appelle la Fédération des établissements scolaires publics innovants, la FESPI. Mais il y a une douzaine, je crois, d'établissements à peu près. Il n'y a pas eu beaucoup de créations nouvelles d'établissements. Et Philippe Watrelot, qui est quelqu'un de très engagé dans l'innovation pédagogique, dit ça sert d'alibi à l'éducation nationale pour ne pas mettre en place d'initiatives vraiment innovantes. L'un des obstacles, c'est le recrutement des enseignants. Vous savez que les enseignants sont recrutés à l'ancienneté par le nombre de points qu'ils ont. Donc, quand ils veulent changer d'établissement ou changer d'académie, on compte le nombre de points et ceux qui ont plus de points ont le droit de muter. Ceux qui ont moins de points, ils restent jusqu'à ce qu'ils aient cumulé assez de points. Or, pour avoir une école où le projet pédagogique soit
vraiment articulé autour de la collaboration avec des chercheurs. Il faut des enseignants qui ont envie de travailler avec des chercheurs. Tout le monde n'y est pas prêt, ça demande du temps, ça demande de se sentir aussi suffisamment à l'aise avec sa propre pratique pour la confronter au regard des chercheurs, pour être réflexif. C'est pas du tout légitime de demander à tous les enseignants d'avoir envie de travailler avec des chercheurs. Donc, la possibilité d'un recrutement sur des postes à profil pour l'ensemble des enseignants était complètement inacceptable. Ça aurait été inacceptable pour les syndicats. Et donc, la frilosité de l'institution a fait que finalement l'initiative est née comme une école privée hors contrat qui a ouvert en 2017, qui accueille aujourd'hui près de 140 élèves. Et pour la première année qui est complète, on a notre première promo de futurs bacheliers là, qui préparent leur bac dans la fébrilité pour certains. Et donc, c'est une école qui va du CP jusqu'à la seconde, jusqu'à la terminale, pardon, maintenant, et qui est malheureusement une école privée hors contrat, mais on essaye vraiment de travailler le plus possible avec l'éducation nationale à travers d'autres projets. Et on a souvent soit des étudiants, soit des jeunes enseignants stagiaires qui viennent voir ce qu'on fait. Et donc, c'est aussi une invitation, si certains ou certaines d'entre vous ont envie de passer, on peut tout à fait organiser une visite un jour en dehors des horaires du séminaire. Et donc, d'ailleurs, ce modèle de laboratory schools existe depuis la fin du 19e siècle, hein. Il a été élaboré par John Dewey. Et il y a maintenant une fédération en Europe aussi, une association, enfin un réseau international d'écoles laboratoires qui se réunit de manière informelle et qui collabore. Donc, il y a un site qui est en cours d'élaboration et je pourrais vous en reparler aussi à l'occasion. Donc, pour revenir à notre histoire de concept des compétences psychosociales, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps où quelqu'un faisait remonter ça à Platon parce qu'il disait que finalement, il fallait former les esprits des jeunes. Donc, on peut évidemment faire remonter tout à Adam et Ève si on veut, mais d'un point de vue historique, très souvent, on fait remonter les racines philosophiques à la fin du 19e, début du 20e siècle, et notamment, entre autres, à John Dewey avec un concept de responsabilité sociale sur lequel il a travaillé. Et puis Horace Mann qui a développé ce qu'il a appelé les common schools, qui étaient des écoles qui étaient ouvertes à tous les enfants, quel que soit leur milieu socio-économique. Donc déjà, dans les racines, il y a quand même l'idée de justice sociale et de démocratie qui sont présentes. À partir des années 60, on a eu vraiment un développement de ce courant, enfin même de plusieurs courants, et ça valait, les projets visaient vraiment dans l'ensemble à améliorer l'expérience éducative des jeunes. Donc c'était vraiment centré sur les jeunes au départ, et notamment avec ce que James Comer a appelé les Commerce School, le Commerce School Development Program, était dirigé principalement vers des jeunes issus de minorités ethniques défavorisées. Comer avait six parcours, en quelque sorte, qui étaient un parcours centré sur le domaine cognitif, social, psychologique, linguistique et éthique. À l'époque, on ne parlait pas d'apprentissage socio-émotionnel. À partir des années 80-90, on a vraiment plusieurs courants parallèles qui ont émergé, et notamment des mouvements qui visaient à prévenir la violence, à prévenir l'usage des drogues dans les écoles, et la création de ce qu'on a appelé le WT Grant Consortium on the School-Based Promotion of Social Competence. Donc là, on a le terme de compétences sociales qui réunissait des experts avec l'idée de créer un cadre de promotion des compétences sociales et émotionnelles dans les écoles. Donc là, on est vraiment dans le sujet. Et à partir des années 90, on a aussi bien l'OMS que, non, peut-être un peu plus tard, l'OCDE, mais donc l'OMS qui commence à parler, ben, ils ont commencé à parler de bien-être aussi, hein, de well-being, de qualité de vie, et donc de cette publication des Life Skills Education for Children and Adolescents. 94, en fait, ça a été un moment fondateur, hein, avec la création du CASEL. Donc, CASEL, c'est Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, et le terme de Social and Emotional Learning qui est vraiment rentré dans l'usage. Et l'idée était de faire collaborer, là aussi, des chercheurs, des éducateurs, des praticiens, et aussi des défenseurs de l'enfance, donc des gens qui s'intéressent à la protection de l'enfance, pour développer un champ
qui viendrait combler ce vide qui avait été identifié de travail sur les compétences sociales et émotionnelles. On a aussi Daniel Goldman, l'auteur du livre très connu sur l'intelligence émotionnelle, qui a été, enfin, qui a connu un grand succès, qui a beaucoup inspiré ses recherches. Et puis, le travail donc des collaborateurs du CASEL, c'est 9 collaborateurs qui ont écrit Promoting Social and Emotional Learning Guidelines for Educators. Donc là, on a ce moment d'établissement, de promotion avec des définitions aussi sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Et à partir du 21e siècle, hein, on a une terminologie de plus en plus variée et c'est là aussi où dans le monde de l'entreprise, on a entendu parler de life skills, de soft skills, les développer pour le bien-être, dont on parlait de compétences non cognitives aussi, de compétences transversales et même, je voulais noter, de compétences d'employabilité. Ça, c'est un cadre qui a été beaucoup développé par l'OCDE. Alors que dans Santé publique France, on est plus sur la recherche de bien-être, de prévention et de santé, alors que l'OCDE, ils sont vraiment explicitement sur les questions d'employabilité associées, on va dire, à un cadre néolibéral, en fait. L'OMS, donc, ont publié ce Life Skills Education for Children and Adolescents in School, et ils ont défini les compétences de vie comme des compétences pour des comportements adaptatifs et positifs permettant aux individus de faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne. Voilà, faire face efficacement aux exigences de la vie quotidienne. Tout à l'heure, je vous demanderai de réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire. Donc, c'est la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne, à maintenir un état de bien-être psychologique et à démontrer cela à travers un comportement approprié et positif dans ses interactions avec les autres, sa culture et son environnement. Déjà là, je me demande, est-ce que ça vous fait réagir ce genre de formulation? En ligne aussi, hein, vous pouvez répondre. D'accord, ouais, ça fait réagir, mais oui, allez-y. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais on dit c'est très normatif comme manière de faire et ça fait porter la responsabilité individuelle sur les gens. Effectivement, c'est faire des choix appropriés, maintenir son état de bien-être psychologique comme si ça ne dépendait d'aucun facteur extérieur à nous-mêmes et comme si on pouvait prendre tout ça en charge. Donc ça fait partie des critiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Alors, on va revenir au cadre conceptuel de l'OMS. Donc, ils ont aussi une définition de ce qu'ils ont appelé les life skills, un groupe de compétences psychosociales et interpersonnelles qui aident les personnes à prendre des décisions éclairées. Donc là, on est de nouveau dans cette idée individuelle, à résoudre des problèmes, penser de manière critique et créative, communiquer efficacement, construire des relations saines, faire preuve d'empathie envers les autres, faire face aux difficultés et gérer leur vie de manière saine et productive. Donc là, on n'a pas seulement l'efficacité, on a à être productif en plus. Donc, on a toujours cette normativité affirmée qu'on va pouvoir discuter et à laquelle on va pouvoir réfléchir. Et puis, donc, on a cette classification qui est assez ancienne des compétences de vie, des life skills. Ils avaient une liste close de 10, prise de décision, résolution de problèmes. Elles vont deux par deux à chaque fois. Pensée critique, pensée créative, pensée critique, communication et compétences interpersonnelles, conscience de soi, empathie, gestion des émotions et du stress. Ce que je trouve assez important, et j'aurai certainement l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans ce séminaire, c'est qu'on a quand même la deuxième, on a la pensée créative et la pensée critique. Et vous verrez que dans les classifications qu'on retrouve notamment dans le système de Santé publique France, on a une disparition totale de cette dimension. Alors, quand il parle de créative ou de critique, c'est réussir à gérer les relations de manière critique ou à réussir à être critique par rapport à soi-même. Mais il n'y a pas l'idée de l'esprit critique. Et pour moi, c'est vraiment une des choses qui pêche dans la manière d'envisager les compétences psychosociales telles qu'elles sont promues actuellement. C'est, outre ce poids qui est mis sur les épaules des individus, c'est le fait que pour moi, la première compétence psychosociale, avant toutes les autres, c'est l'esprit critique, c'est de pouvoir réfléchir de manière critique au monde qui nous entoure, de savoir de quelle manière on a envie d'y contribuer ou de s'opposer à certaines choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, hein. On ne peut pas parler de justice sociale, de justice environnementale, de justice tout court, sans avoir un minimum d'esprit critique. Et je trouve que l'un des rôles de l'école, l'une des finalités de l'école, c'est bien de développer aussi
cet esprit critique, même si évidemment c'est important de pouvoir réguler ses émotions, c'est important de pouvoir avoir des relations harmonieuses avec les autres, mais je trouve que la focalisation qui est faite sur la capacité à collaborer et les relations interpersonnelles, enfin, si on avait voulu faire des enfants des bons petits soldats au service du néolibéralisme, on s'y serait pas pris autrement. Voilà. Donc c'est un petit peu le grand, pour moi, la grande critique que je peux avoir par rapport au concept de compétence psychosociale tel qu'il est mis en œuvre en France et dans le monde, hein, parce que le Kaizen, il est complètement dans cette mouvance-là aussi. Le Kaizen, donc j'ai dit tout à l'heure, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, eux, ils ont une définition du social and emotional learning et ils le définissent comme le processus par lequel tous les jeunes et les adultes acquièrent et appliquent les connaissances, compétences et attitudes nécessaires pour développer des identités saines. On est toujours dans cette même idée. Qu'est-ce qu'une identité saine? Ça, on peut se le demander. Gérer leurs émotions, atteindre des objectifs personnels et collectifs, ressentir et montrer de l'empathie envers les autres, établir et maintenir des relations de soutien et prendre des décisions responsables et bienveillantes. Personne ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Évidemment que quand que ce soit en tant que parent ou en tant qu'éducateur, on a envie que les élèves ou nos enfants réussissent, soient bien dans leur basket et se trouvent bien à leur place dans le monde et soient donc adaptés au monde tel qu'il est. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on leur donne aussi les outils pour s'opposer au monde tel qu'il est s'ils ont envie de le changer. Les recherches menées par le Kaizen tentent à montrer que ce social and emotional learning favorise l'équité et l'excellence éducative. Ah, ça, c'est encore un terme, je pense, qui doit faire bondir les enseignants avec efficacité. C'est l'excellence éducative. Qu'est-ce qu'on entend par là? À travers des partenariats authentiques entre l'école, la famille et la communauté. Alors, la communauté, ça marche très bien en anglais. Community, c'est pas dans un sens communautaire, c'est vraiment le collectif qui s'associe pour contribuer à accompagner les élèves pour qu'ils puissent vraiment réussir ou s'épanouir à l'école. Donc, les relations, elles sont censées être de confiance, de collaboration et puis s'appuyer sur un curriculum et un enseignement rigoureux et significatif et une évaluation continue. Donc, on a de nouveau la question de l'évaluation. Et c'est bien joli de dire significatif, mais qu'est-ce qu'on entend par significatif? Et donc tous ces termes sont des termes très consensuels sur lesquels a priori on peut s'accorder, mais ça ne nous donne pas en détail ni la finalité de l'école, ni les contenus de ces curriculums. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles faut aller creuser. Et donc, les compétences clés que reconnaît le Kaizen, elles sont au nombre de 5 avec des sous-catégories. Donc, on a la conscience de soi, et c'est presque connaissance de soi en fait, hein. C'est reconnaître ses émotions, ses pensées, connaître nos valeurs et comprendre leur influence sur notre comportement. Euh, Là, j'ai presque rien à dire finalement, parce que je trouve qu'effectivement, d'être conscient de nos émotions, de pouvoir être conscient de nos valeurs, y réfléchir, d'être conscient de ses pensées, ça me semble tout à fait légitime. Après, il y a la question de la maîtrise de soi, gérer efficacement ses émotions. Et donc là aussi, ça fait peser sur l'individu la question de la gestion des émotions, alors que dans certains cas, on peut être légitimement affecté par ce qui se passe. Ça a été une grande partie de mon séminaire du premier semestre. On a travaillé entre autres sur les émotions qui étaient liées au changement climatique. Qu'est-ce que ça voudrait dire de demander à quelqu'un, un enfant ou un adulte, de gérer les émotions qu'il peut éprouver par rapport à la crise climatique? Qu'on soit anxieux, c'est légitime. Qu'on soit en colère à travers les personnes qui pourraient faire quelque chose et qui ne le font pas, c'est légitime aussi. Donc, les gérer, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va aller avoir des comportements qui vont nous nuire ou nuire aux autres, mais une formulation que je trouve assez problématique en soi. Donc, gérer nos pensées, alors maîtriser nos pensées, ça, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Maîtriser nos comportements, bon, on va essayer quand même. Pascal, est-ce que tu penses que le concept de maîtrise de soi, en réalité, c'est simplement celui de régulation émotionnelle, mais Je qui n'est pense que pas ça en fait. nécessairement appliqué comme tu dis, aux émotions qu'on peut ressentir face à certains, qui est juste lié au comportement qu'on attend, par exemple, en classe ou- Oui, mais je pense que c'est plus large parce que la régulation émotionnelle, ça serait gérer
efficacement ses émotions. Mais, Oui. il me semble que quand on parle de maîtriser ses pensées et maîtriser ses comportements, c'est des conséquences. En tout cas, maîtriser le comportement, évidemment, une fois qu'on régule son émotion, on a plus de facilité à maîtriser son comportement. Mais je pense que c'est peut-être plus large que la régulation émotionnelle. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu un glissement récent entre le concept de régulation émotionnelle et de maîtrise de ses pensées ou... Ben, c'est peut-être la classification qui est un petit peu différente, parce que la classification de Santé publique France, hein, je vais y venir tout à l'heure, hein, elle parle de compétences émotionnelles, hein, et en les classifiant en cognitif, social et émotionnel. Alors que là, dans la maîtrise de soi, maîtriser ses pensées, il y a une dimension cognitive aussi. Oui. Donc je pense que c'est que le découpage se fait peut-être un petit peu différemment. Mais je réponds cette conversation de café parce que j'ai pas. Faudrait demander à quelqu'un du CAISL quel lien on peut faire entre la classification de Santé publique France qui s'appuie entre autres sur les travaux du CAISL et cette classification-là. Oui, mais c'est une question qu'on pourra poser pendant l'intervention de Tout à fait, Valérie ouais. Appiani. Oui, gardons-la en tête, ouais, tout à fait. Donc après la conscience sociale. Faire preuve d'empathie envers les autres, en particulier ceux issus de milieux différents, et les compétences relationnelles, construire des relations saines à travers la communication et la coopération, et prise de décision responsable. Là aussi, responsable par rapport à qui, par rapport à quoi, avec quel cadre. Ce sont donc des grandes coquilles, je trouve, qui sont intéressantes, mais qui mériteraient chacune d'être un peu creusées. Le cadre conceptuel de l'OCDE, il nous amène à un très très grand nombre de compétences psychosociales et une liste, comme vous voyez, qui n'est pas close, puisqu'il parle de ce qu'ils appellent compound skills en bas et il y a des petits points pour compléter la liste. Et ce qui est spécifique à l'OCDE, donc déjà, leur définition, c'est les capacités individuelles qui peuvent être manifestées dans des patterns, en bon français, patterns cohérents de pensée, schémas, pardon, des schémas cohérents, on pourrait dire, de pensée, sentiments et comportements développés à travers des expériences d'apprentissage formelles et informelles et qui sont des moteurs importants de résultats socio-économiques tout au long de la vie de l'individu. Donc, vous voyez là, la coloration de l'OCDE par rapport au Kaizen, on est vraiment dans, bon, c'est lié aux Nations Unies, on est dans tout au long de la vie, prend en considération les résultats socio-économiques. Donc, il y a des dimensions qui ne sont pas forcément abordées par le Kaizen. La classification de l'OCDE avec 6 sous-catégories qui sont liées à réalisation d'une tâche, régulation émotionnelle. Donc là, tu vois, Stéphanie, on a la question de régulation émotionnelle, capacité à collaborer, l'ouverture d'esprit, l'engagement par rapport aux autres et ce qu'ils appellent des compound skills, des domaines qui se composés. C'est organisé autour du modèle du Big Five de la personnalité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, en français, on l'appelle Océan. Et c'est un modèle qui est, comme tous les modèles critiquables, hein, mais qui est organisé autour de l'idée que on développe une personnalité qui sont des traits plus ou moins stables de notre manière de penser, d'agir, de ressentir, hein, et qui englobe des attributs aussi qui sont héritables, et en partie héréditaires, en partie. Donc il y a les traits de personnalité, mais il y a aussi des dispositions, des croyances, des valeurs, hein, la perception de soi. Mais certains volets peuvent être acquis, peuvent être développés au fil du temps. C'est assez compliqué cette histoire du Big Five. Le océan, c'est 5 traits de personnalité principaux. Le O, c'est pour ouverture, ouverture d'esprit. Donc là, on a open-mindedness. Le C, c'est ce qu'on appelle en anglais consciousness, conscienciosité, c'est le fait d'être consciencieux, le fait d'être précis, le fait d'être consciencieux, en fait, tout simplement. Le E, c'est extraversion. Le A, c'est en bon français aussi agréabilité, le fait d'être agréable, d'être social. Et le N, c'est pour névrosisme, c'est le fait d'avoir une propension plus ou moins marquée, plus ou moins latente vers les affects négatifs. C'est basé, je crois, au départ sur vraiment l'étude de énormément d'entretiens, de littérature. Ça a vocation à être plus ou moins universel. Et il y a un questionnaire avec plus de 50 questions. Et donc, vous répondez à ces 50 questions et à la fin, on vous dit quel est votre niveau, votre taux de chacun des 5 traits de personnalité. Ça a vraiment été énormément étudié en psychologie.
Et donc, apparemment, l'OCDE avait repris ça. Il y a une classification dans le cadre conceptuel, donc autour du Big Five, c'est qu'ils ont divisé chacune de ces compétences psychosociales, dont vous voyez le détail dans la colonne de droite, en des domaines qui sont cognitifs, liés aux valeurs, liés aux émotions, liés au contexte social, liés à l'identité et plus largement liés à une perspective sur le monde. Et donc, ils disent que on en a 23%, 15%, 20%. J'ai pas regardé de très très près. J'avoue que je trouve très intéressant d'avoir tous ces modes de classification, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est très instrumentalisable ou instrumentalisant. Et donc, si, par exemple, dans les présentations que vous allez faire ou les interventions que vous allez faire, vous avez envie de vous pencher sur l'un de ces modèles pour pouvoir plus précisément interroger les intervenants là-dessus si ça s'y prête, hein, ou bien si vous avez envie de travailler dessus pour une présentation en fin de séminaire, je trouve que ça serait assez intéressant d'aller creuser un peu plus profondément. Je vois qu'il est déjà 11h30. Je vais essayer d'avancer un peu. Comme j'avais dit, on ne va pas rentrer en détail dans le cadre conceptuel de Santé publique France. Ils ont 21 compétences spécifiques et qui sont divisées en trois grandes catégories, les CPS cognitives, émotionnelles et sociales. L'idée est là aussi, ils ont repris d'augmenter la capacité à être autonome, le pouvoir d'agir, un empowerment, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et développer des interactions constructives. Au niveau de la terminologie, on emploie souvent aussi life skills, social and emotional learning, on a vu, compétences sociales et émotionnelles, compétences psychosociales. Et on a des ancrages disciplinaires qui varient, hein. Pour la France, c'est principalement de la promotion de la santé. L'OMS, c'est de la santé publique aussi. Le CASEL, c'est plutôt les sciences de l'éducation. Et l'OCDE, on est plutôt dans un ancrage dans l'économie et le développement. Donc, c'est ce qui explique aussi parfois que les catégories puissent être un petit peu différentes, hein. Ce qu'on a vu, c'est que l'OCDE mettait davantage l'accent sur la performance économique et professionnelle, alors que l'OMS et la France privilégient la promotion de la santé et du bien-être. J'ai essayé de construire ma présentation autour du modèle de Rosa que je pensais que tu présenterais avant. Eh Est-ce que ben, c'est on peut. envisageable? Ouais, mais si tu veux, je le fais. Je fais. Il est quelle heure là? Il est moins le quart. Je fais une présentation rapide. Moi, j'avais comme d'habitude préparé 15 fois trop de choses pour la présentation. Mais je peux passer à Rosa peut-être pour les personnes qui connaîtraient pas. Du coup, très très rapidement. On y reviendra tout à l'heure si on a le temps, parce que je voulais terminer Rosa. Pour moi, c'était un petit peu ce qui permettait d'aller vers un angle d'approche différent. Je dis, bah, c'est pas une solution, j'ai pas de solution, mais une réflexion qui ouvrait un petit peu plus. Donc, en tout cas, les critiques principales qu'on peut faire à l'enseignement des compétences psychosociales, ce qu'on a déjà dit, c'est le fait qu'on tende à individualiser des problèmes qui sont structurels, hein. Et donc, ça peut faire finalement perdre la perspective et ça fait qu'on va pas aller travailler sur les problèmes systémiques, les problèmes de société. On va simplement attendre des individus qui s'adaptent à un environnement qui parfois est quand même difficile à supporter. Cette injonction dont on a déjà parlé à la régulation émotionnelle, les finalités des compétences psychosociales, pourquoi faire pour devenir employable. Donc finalement, on est dans une vision de où le capital humain est finalement à optimiser au service de, il faudrait bien définir quoi. Pour plus spécifiquement au milieu scolaire, hein, la mission de l'école, est-ce qu'on est dans une approche où l'objectif de l'école est d'instruire, d'éduquer, on peut aller jusqu'à presque pédagogiser l'intime. Et enfin, ce que des chercheurs ont appelé le paradoxe de l'émancipation et l'inversion des finalités. Finalement, on dit que les compétences psychosociales sont des outils qui permettent d'augmenter le pouvoir d'agir, mais en fait, ça peut être aussi une manière de dépolitiser cette question-là, et puis de mettre finalement les compétences au service du capitalisme qui demande toujours plus de flexibilité, d'être capable de faire face à des conditions de plus en plus compliquées et à développer une résilience au lieu d'améliorer les conditions de travail, en fait.
Alors, je vous enverrai la présentation, donc vous aurez le temps de lire tout ça de manière plus détaillée. Et je me suis appuyée notamment sur deux articles qui sont assez critiques, hein. Et je pourrais vous communiquer les articles si ça vous intéresse. Et j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, en faisant ma présentation du programme, des points aveugles des compétences psychosociales et notamment tout le lien avec la nature, la communication, interspécifique et aussi des choses la capacité à s'émerveiller. On en parle, enfin j'ai lu pas mal de choses là-dessus, assez récemment. Donc les questionnements, à mener, ça serait sur, l'anthropocentrisme structurel des cadres théoriques qu'on a et puis aussi aller travailler, sur ce qu'on pourrait appeler des compétences pas psychosociales, mais éco-relationnelles et Armut Rosa, j'ai vu des têtes, qui se hochaient, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous, le connaissent. C'est un philosophe, et sociologue allemand qui a beaucoup travaillé, dans un premier temps sur le concept d'accélération du temps et qui vise à travailler principalement sur, notre relation au monde, en fait, hein. Armand Rosa, il parle de l'environnement naturel et de l'environnement matériel dans lequel on vit. Il parle aussi d'une ce qu'on peut appeler une totalité englobante, il parle de la nature, il parle de l'art, de l'histoire et il pose la question ultime qui est: «Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne?» en fait. Le centre de son travail, c'est sur, notre relation au monde, la relation au monde et la relation, aux autres. Et comme il est aussi sociologue, ben, il analyse les conditions sociales et culturelles qui permettent ces relations ou qui, au contraire, viennent les entraver. Son dernier ouvrage, donc, qui portait sur la notion de résonance, hein, c'est vraiment une des clés de cette sociologie de la relation. La notion de résonance, moi qui étais musicienne au départ dans mon parcours, me parle beaucoup. C'est quelqu'un pour qui la musique est très importante. Il a écrit un petit bouquin aussi sur son rapport à la musique, donc c'est vraiment directement, je pense aussi, inspiré par son propre parcours, hein. Et donc il distingue 4 caractéristiques de la résonance. Il faut d'abord qu'il y ait un appel ou une adresse, il se passe quelque chose depuis le monde extérieur. Alors je ne sais pas ce qu'on peut donner mais comme exemple, mais, il y a quelques jours, j'étais à une conférence à la Cité des Sciences, sur les icebergs, où ils ont évoqué la question du sentiment océanique. Sentiment océanique, c'est une expression que Romain Rolland a utilisée pour décrire le sentiment dans lequel il s'est trouvé, il a écrit à Freud, un sentiment dans lequel il s'est trouvé de connexion intense avec la nature, donc un sentiment qui est difficile à décrire, hein. Donc je me disais que je pouvais peut-être prendre cette expérience du sentiment océanique parce que je pense que des moments où on s'est senti, peut-être, devant un très beau paysage ou bien, dans un moment où on se sentait en résonance avec notre environnement, mais ça peut être, une soirée avec des amis, ça peut être, un moment où vous avez découvert votre vocation, de sociologue, qui de géographe, qui de médecin. C'est en tout cas des moments qui sont importants ou donc il appelle ça un appel ou une adresse depuis le monde extérieur. Donc c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous êtes en tant que sujet, témoin ou acteur de cette situation-là et l'expérience est transformative. Donc le fait pour certaines personnes effectivement de se trouver dans la nature devant un paysage qui les émerveille, ça peut, les amener à se transformer profondément. Pour certains, ça peut même les amener à prendre des décisions importantes, dans leur vie, donc il y a une dimension transformative de la part du sujet. Parfois, ça a une dimension transformative qui est réciproque aussi, hein, qui peut être une transformation, sur le monde. Et la quatrième caractéristique, c'est le fait que c'est pas quelque chose qu'on peut décider ou acheter. On peut pas décider: «Tiens, là, maintenant, je vais avoir un moment de résonance», ça se fait de manière un peu, impromptue et un petit peu on peut parler peut-être de sérendipité aussi. Donc c'est quelque chose qui est pas décidé, qui est pas contrôlé, qui est pas volontaire, hein, mais c'est quelque chose qui vient vous bousculer. Ça peut être, puisqu'il a écrit un bouquin sur la musique, il parle aussi de cette notion de résonance. Ça peut être d'écouter une pièce musicale, ça peut être un concert. Tous ces moments qui, c'est difficile à exprimer, mais viennent vous transformer, viennent vous faire résonner, pour reprendre son expression. Et il parle de 4 axes de résonance. L'axe qui définit comme horizontal est lorsque les résonances ont lieu entre
deux ou plusieurs personnes. Ça peut être dans les relations amoureuses ou familiales. J'ai pas pris cet exemple volontairement, mais évidemment que le moment de résonance quand on rencontre quelqu'un peut être un moment où on est présent en tant que sujet, on est affecté, et c'est une expérience qui est forcément transformatrice. Il met dans les résonances horizontales aussi l'espace politique. Donc ça peut être aussi un moment où vous avez entendu un discours de quelqu'un qui vous a vraiment parlé, vous êtes dit, ah, vraiment ce que dit cette personne, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va contribuer à changer le monde, et ça peut amener à un engagement qui peut être un engagement social, un engagement politique. Donc ça, c'est pour lui ce qu'il appelle les résonances horizontales. Il a des axes de résonance diagonaux, et ça ce sont pour lui les relations au monde des choses, aux activités régulières comme l'école ou la pratique sportive, par exemple, hein. Ça peut être toute autre pratique ou toute autre activité, mais qui, là aussi, nous amène à nous transformer dans notre relation au monde, aux autres et à nous-mêmes. L'axe vertical, c'est ce qu'il appelle se sentir partie prenante de la nature. C'est pour ça que je prenais cet exemple du sentiment océanique, mais ça peut être aussi se sentir partie prenante d'une époque de l'histoire, d'un moment de culte aussi pour les personnes qui ont une pratique religieuse, mais ça peut être plus largement une forme de spiritualité laïque qui a à voir avec l'émerveillement aussi dont je parlais tout à l'heure. Et il a ajouté dans un dernier temps un quatrième axe qui était l'axe qu'il appelait la résonance par rapport à soi, dans la mesure où on peut se sentir dans une relation non aliénée avec son propre corps et sa propre psyché. C'est un moment où on se sent en accord avec soi-même. Donc il parle évidemment beaucoup d'aliénation, hein, et son ouvrage précédent sur l'accélération sociale, le rythme s'accélère. Il l'attribuait, enfin, il le considérait comme cause de l'aliénation, et cette escalation de la modernité qui était à la fois la cause et la conséquence d'une relation transformée ou déformée au monde, au niveau individuel, au niveau collectif, hein. Et c'est à cette aune-là qu'il analyse les crises de la société moderne, la crise environnementale, la crise de la démocratie, la crise qu'il appelle psychologique, mais en tout cas effectivement le problème de santé mentale actuel, hein, qui peuvent être comprises et analysées en termes de résonance, hein, et de notre relation brisée au monde qui nous entoure. Je pense que peut-être que ça suffit pour Stéphanie, pour notre propos, pour C'est que je te laisse parfait. la place, hein. C'est Et parfait. on Merci. pourrait voir une autre fois en quoi ça concerne peut-être potentiellement l'école. J'espère que je t'ai laissé assez de temps quand même, parce qu'il reste une demi-heure, hein. Ça va aller très bien. Super. Je vais. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui, on voit continue to share, Ouais. mais on voit Et ta diapositive en entier, c'est parfait. mais je n'arrive pas à cliquer. Alors, je recommence. Ah, c'est. Vous voyez au milieu le Ouais, continue to share ouais, tout qui, à fait, ouais. alors, il est incliquable. C'est très étonnant. Alors, ah, zut, alors. euh, ah, ben ça alors. euh, j'ai pas de contrôle sur. Alors, je vais juste le recommencer, pardon. Pour ça, mince alors. Quelqu'un a déjà rencontré ce. T'arrives pas à le déplacer non plus? Non, il est complètement mobile. Alors, est-ce que j'ai une autre option? Euh, je vais juste essayer au hasard de changer les options de partage. Ça alors, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de Dans bug? la C'est la salle, première fois personne. aussi. Tu C'est veux me la première fois l'envoyer? que je vois ça. Alors, je vais essayer autrement avec la présentation. Bon, là, ça ne s'affiche plus, hein. Non, non, Donc là, c'est parfait. voilà.
on a réussi. Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc, je vais tenter de faire un parallèle entre la résonance pédagogique proposée par Rosa et la résonance neuronale qu'on peut mesurer dans les neurosciences en focalisant beaucoup sur l'exemple de l'engagement civique à l'école comme une compétence euh, psychosociale euh, qui peut avoir un impact sur le développement cérébral. Alors, d'abord, je vais commencer par évoquer quelques mécanismes cérébraux, en évitant le jargon neuroscientifique, hein, mais qui pourraient correspondre à la résonance pédagogique selon Rosa. Et j'espère que pour ceux qui connaissent mieux le modèle que moi, on pourra interagir et n'hésitez pas à m'interrompre sur ce point. Et puis ensuite, passer un peu plus de temps sur l'engagement civique comme un vecteur de la résonance pédagogique et montrer son impact sur le développement cérébral à l'adolescence, avec des études très récentes. Alors, le concept de résonance en neurosciences, il est surtout apparu dans les années 90, quand on a parlé d'abord de résonance neuronale pour l'étude de la conscience, mais surtout pour l'étude de la motricité. Euh, Certains chercheurs ont observé de façon incidente, ce n'était pas du tout l'objectif de l'expérience, mais ils enregistraient chez le singe, il y avait des électrodes qui enregistraient en permanence les décharges électriques produites par les neurones moteurs, donc responsables du mouvement. Et puis on peut entendre ces neurones quand on les enregistre en continu, si disons, on les connecte à un ampli, mais on entend les décharges neuronales, ça fait quand on active certains neurones, si j'effectue un mouvement et que au même moment on enregistre mes neurones du cortex moteur, on va pouvoir entendre ce bruit qui va correspondre à l'activation de ces neurones. Et les chercheurs, en faisant cette expérience, se sont rendus compte que quand quand ils faisaient un mouvement devant le singe, eh ben, ils entendaient c'est-à-dire que les neurones moteurs des singes s'activaient au moment où le chercheur qui interagissait avec le singe effectuait une action motrice. Et d'où le concept de neurone miroir qui a été proposé pour expliquer ce phénomène, qui reflétait l'idée que si je regarde quelqu'un effectuer une activation, j'active dans mon cerveau les neurones moteurs qui codent pour ce mouvement-là en particulier. Autrement dit, en l'absence de mouvement, de réalisation d'une action motrice, je vais quand même activer mes neurones si je vois quelqu'un effectuer une action motrice. Donc, il y a un niveau simple qui est celui de la pure reproduction, de la contagion motrice qu'on peut voir avec les exemples du bâillement ou du sourire. Mais là, on parle plutôt d'une résonance un peu plus élaborée, qui est une réplique motrice interne et qui servirait non pas à imiter l'autre, mais à comprendre son intention, en tout cas au moins son intention motrice. Alors, ce mécanisme de résonance, il n'est pas spécifique du comportement moteur, de l'action, il s'étend aussi à l'émotion. C'est le cas avec l'empathie. Il y a de nombreuses recherches depuis une vingtaine d'années ont montré que si on observe quelqu'un souffrir, eh bien, on peut activer notre insula, qui est une région qui va traiter nos sensations corporelles et nos émotions. Donc, on va également activer des régions qui pourraient coder notre propre souffrance si on- on raisonne avec quelqu'un qui va éprouver de la souffrance, par exemple. Alors, certains ont proposé que c'était le substrat cérébral de l'empathie et qu'il y avait en effet un système miroir qui formait une base commune pour à la fois l'imitation, l'empathie et la théorie de l'esprit. On sait que chez les enfants, plus ce système est actif et plus les enfants vont démontrer des compétences interpersonnelles. Autrement dit, on a une forme de câblage neuronal ou en tout cas un circuit neuronal pour raisonner avec les autres.
Alors, si on essaie de mettre en parallèle la résonance au plan qu'on observe au plan cérébral et puis la résonance pédagogique selon Rosa, et là, merci de me corriger parce que le modèle de Rosa est assez nouveau pour moi aussi. On pourrait dire que dans les deux conceptualisations, euh, il y a, il y a une activation interne qui est générée par un événement extérieur. Donc, ce que Pascal a évoqué avec l'appel du monde extérieur. Dans le cas des neurones miroirs, ça peut être l'observation d'une simple action. Et dans le modèle de Rosa, c'est le sujet qui est touché par un événement dans le monde extérieur. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une imitation mécanique, mais un phénomène qui vise à comprendre une intention. Et dans le modèle de Rosa, on pourrait dire que la résonance, c'est pas l'écho, hein, c'est-à-dire c'est pas reproduire passivement ce qu'on reçoit. On pourrait peut-être faire le parallèle en classe avec une situation où un élève réciterait une leçon sans se l'être appropriée. Ce serait un simple écho. Et puis, un niveau plus évolué où il se serait approprié, il serait capable d'avoir une pensée plus critique sur sur la leçon qu'il vient d'apprendre et de comprendre. Puis au niveau neuronal, là, on observe des neurones qui s'activent quand on regarde quelqu'un effectuer une action sans l'effectuer soi-même. Ensuite, on pourrait dire que dans les deux cas, c'est un phénomène incarné, hein, puisque le corps est impliqué via des sensations. Je crois que Rosa parle de la sensation d'être remué. Et puis, on voit avec l'insula et l'amygdale qu'on a cette incarnation corporelle vers des activations des régions qui sont tournées vers le traitement justement de toutes nos sensations internes, qu'elles soient plus ou moins émotionnelles. Et puis, dans les deux, je pense qu'on peut dire qu'il y a un mécanisme de lien interpersonnel. Sur l'axe social, donc Pascal parlait euh, peut-être c'était l'axe de diagonale, peut-être, euh, avec la relation pédagogique, par exemple, entre l'enseignant et l'élève. Et puis, au niveau neuronal, ce, ce- j'allais dire ce comportement, non, ce substrat cérébral de l'empathie. Alors, Rosa va plus loin et là, euh, c'est ce que je vais essayer de démontrer avec des études neuroscientifiques plus récentes. Est-ce qu'on peut bon, trouver des explications neuroscientifiques pour ces deux phénomènes? Selon Rosa, la résonance n'est pas automatique au sens où elle va exiger des conditions pour pouvoir se réaliser. On va prendre que quelques exemples. Et Pascal l'a mentionné, il y a cette notion d'expérience transformative où la résonance va transformer les deux parties, le sujet qui résonne et le monde éventuellement l'environnement dans lequel il résonne. Alors, par exemple, Rosa décrit l'affect comme un premier moment de la résonance pédagogique, c'est-à-dire le moment où quelque chose commence à me parler. Et on peut faire un parallèle peut-être avec le processus de curiosité. N'hésitez pas à m'interrompre si me corriger sur l'interprétation du modèle de Rosa, hein. Ce qu'on sait, c'est que il y a quand même pas mal de travaux maintenant qui montrent que la curiosité va, en activant des régions, le circuit de la récompense, libérer de la dopamine notamment, et qui va avoir pour effet de préparer l'hippocampe, une structure impliquée dans la mémorisation, préparer l'hippocampe à mieux encoder l'information et à mieux la mémoriser. Autrement dit, on voit que la curiosité va améliorer la mémorisation pour l'information recherchée. On voit sur le graphe de droite que plus des participants, des élèves expriment de la curiosité, plus ils disent ressentir de la curiosité, et plus on a d'activation de ces régions qui vont être impliquées dans la libération de dopamine, ainsi que d'activation de l'hippocampe. Donc, si on est plus curieux, on mémorise mieux une information qui nous intéresse,
Globalement, la curiosité, elle met dans un état de global de réceptivité qui va favoriser le codage de l'information. Voilà un parallèle pour la situation de, de, de résonance pédagogique concernant le phénomène d'affect. Un autre élément de la résonance pédagogique, c'est la notion d'apprentissage actif qui semble être une des conditions importantes pour qu'il y ait un véritable phénomène de résonance. Donc là, on peut peut-être opposer apprentissage actif et instruction directe. Euh, les travaux de neurosciences montrent que l'instruction directe, qui va être, si on la présente comme une description simple du contenu académique, elle va solliciter principalement la mémoire de travail, dont on sait qu'elle a une capacité limitée, hein, qu'elle est saturable, alors que l'apprentissage actif, en plus de la mémoire de travail, va solliciter l'agentivité de l'élève via une exploration, une manipulation, une application du contenu académique. Et si on oppose les deux, si on regarde ce qui se passe au niveau cérébral quand on oppose les deux types d'apprentissage, eh bien, on va voir que l'apprentissage actif va solliciter un réseau de l'agentivité des circuits de renforcement dopaminergique. Et a fortiori, l'apprentissage actif va favoriser la plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réorganisation des connexions neuronales dans ces réseaux de l'agentivité qui, qui sont quand même un pilier des processus d'apprentissage. Donc, si on considère cette vision de Rosa qui dit que c'est l'apprentissage actif qui change littéralement l'apprenant et qui le transforme, donc ce concept de transformation adaptative réciproque, si je l'ai bien compris, eh bien, on voit que ça va être un facteur de neuroplasticité et d'amélioration de l'apprentissage. Alors là, vous allez me pardonner l'anglicisme. J'essaie de faire un parallèle entre ce que décrit Rosa d'un état particulier qui est nécessaire pour que l'état de résonance se produise et ce que en neurosciences on appelle en bon français le flow. Je ne sais pas exactement comment le traduire correctement. C'est un état assez complexe. C'est une expérience d'implication sans effort dans l'apprentissage qui est combinée avec une attention élevée, c'est-à-dire une forte focalisation et un sentiment de contrôle. Je sais pas si... Donc une espèce de balance, d'équilibre, un état optimal d'interaction avec son propre apprentissage, où on sent qu'on a le contrôle, on sent qu'on est impliqué, où l'effort n'est pas, on n'est pas en surcharge d'effort, et on a un bon état de focalisation attentionnelle. Tout ça résumé en un mot, qui serait donc le mot flow. Je sais pas, traduction littérale, ce serait le flux, mais c'est, ça va pas désigner cet état d'équilibre potentiel. Donc, je vais continuer d'utiliser ce On le terme. traduit pas en général. On ne traduit pas, hein, c'est ça. Et en neurosciences, cet état, cette expérience de flow, pendant la réalisation d'épreuves cognitives, eh bien, elle va associer une activation des circuits de récompense, des réseaux attentionnels, vous pouvez l'imaginer, mais elle va aussi associer la désactivation, c'est-à-dire qu'on va moins activer pendant cet état de flow des régions qui sont typiquement associées à la peur, à l'autocritique, donc des régions plutôt préfrontales ou temporales internes. Et du coup, là, je suis un peu tentée de faire le parallèle entre cette expérience-là et la description des conditions nécessaires pour ressentir cet état de résonance pédagogique, où Rosa dit que pour une résonance optimale, il y a des conditions nécessaires qui sont l'absence de peur et l'absence de jugement de la part des enseignants. Hein, pour qu'un élève se sente en résonance pédagogique, il faut associer ces conditions, au-delà de ce qu'on a vu avant, qui sont par exemple les conditions
de curiosité, d'engagement dans la tâche et d'apprentissage actif. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici? Ça va? Oui. D'accord. Pas de réaction. Là, j'ai pas d'accès au chat. Dites-moi s'il y a des réactions ou des questions. Il y a juste Annette qui a donné le nom de Csikszentmihalyi, qui est la personne qui a beaucoup théorisé le flow en psychologie, mais Mhm. elle donne pas une traduction. C'est Oui, oui, en effet. Ouais. Mhm. Euh, des questions? alors, Rose, pas de questions? Non, pas de questions. D'accord. Alors, Rosa insiste aussi sur la résonance sociale entre l'élève et l'enseignant pour maintenir l'engagement des élèves. Et en neurosciences, il y a des études qui ont été réalisées ces dernières années qui permettent de mesurer la synchronie des activités cérébrales entre les élèves et entre l'enseignant pendant la classe. Donc pour ça, par exemple, on peut poser des casques qui mesurent les activités électriques avec le l'EEG ou bien des études qui utilisent l'imagerie optique et qui permettent de mesurer en temps réel combien est-ce que les activités qui signent la cognition ou même les émotions, enfin l'ensemble des activités cérébrales, est-ce qu'elles sont synchronisées en temps réel entre les enseignants et les élèves? Eh bien, non seulement il y a de la synchronie entre les élèves et les enseignants, cette synchronie, euh, alors elle va plutôt émerger pendant les discussions actives, elle est plus intense pendant les discussions actives et pas pendant l'écoute passive. Donc, si un enseignant simplement déroule le contenu de sa leçon sans faire intervenir les élèves, eh bien là, il va y avoir, on va observer assez peu de synchronie. Mais pendant les discussions, pendant les périodes de réflexion conjointe, là, on va observer une synchronie significative. Donc, il faut un échange quand même pour qu'il y ait une synchronie entre les deux, ce qui a évidemment un sens, enfin, ça paraît implicitement vraiment logique. Et il y a des résultats qui montrent que cette synchronie, elle prédit les performances académiques. C'est-à-dire, plus il y a de synchronie, on voit que ça peut être médié quand même par l'apprentissage actif, hein, plus il y a de synchronie, donc plus il y a d'apprentissage actif, meilleures sont les performances académiques. Et puis aussi, on note que cette synchronie entre l'enseignant et l'élève, elle est plus forte. Cette synchronie donc d'activité cérébrale, elle est plus forte si l'élève se sent plus proche de l'enseignant. Donc, meilleure est la relation entre l'enseignant et l'élève, et plus les activités cérébrales sont synchronisées entre eux. Je continue en l'absence de commentaires. Euh, alors, un autre plan euh, à propos duquel, bon là, il y a énormément de travaux en neurosciences sur ce thème-là, mais c'est l'idée que l'émotion est interdépendante de la cognition et que dans le domaine de l'apprentissage, l'émotion intrinsèquement va avoir un impact sur les capacités d'apprendre. Euh, et certaines émotions peuvent par exemple jouer un rôle renforçateur sur les processus motivationnels, augmenter l'engagement et avoir un impact littéralement positif sur tout simplement la mémorisation. Hein. Il y a des réseaux cérébraux comme l'amygdale et l'hippocampe dont vous avez certainement entendu parler, qui vont interagir pendant l'apprentissage pour favoriser la consolidation de la mémoire, par exemple. Et pour illustrer ce phénomène, on va se focaliser sur l'exemple de l'engagement civique. Donc là, on a illustré des composantes de l'engagement dans l'apprentissage qui pourraient correspondre aux dimensions de la résonance pédagogique proposée par Rosa. Donc la curiosité, l'apprentissage actif, le flow, la synchronie intercérébrale et puis les émotions.
Et c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais euh, on pourrait dire qu'éventuellement, l'engagement civique, ce serait une forme d'engagement pour l'élève qui activerait toutes ces composantes simultanément. Et donc, en matière de compétences psychosociales ou de compétences socio-émotionnelles, voilà, l'engagement civique pourrait être considéré un peu comme un paradigme de- d'augmentation de euh, l'engagement et de la résonance dans l'apprentissage. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur des travaux publiés récemment par l'équipe d'Imordino Yang, que peut-être vous connaissez. Hélène Imordino Yang, c'était une enseignante euh, qui, à la suite après quelques années d'enseignement, a décidé de poursuivre ses études en thèse et elle a fini par faire une thèse de neurosciences et elle développe énormément de travaux sur l'engagement et quelles sont les interactions, comment est-ce que l'émotion et l'engagement euh, participent à l'apprentissage. Alors, au départ, j'énonce un peu ces constats de départ. D'abord, son équipe rapporte que ce qui pèse le plus sur le fonctionnement social, euh, ce qui pèse le plus sur je veux dire plutôt sur euh, l'apprentissage, c'est la manière de penser. C'est-à-dire la manière de penser et de ressentir, c'est parmi les facteurs qui va avoir un poids très fort sur non seulement les apprentissages, mais du coup aussi le fonctionnement social et le bien-être personnel, au point où ça va impacter le développement cérébral littéralement. Ça, on va l'évoquer un petit peu. Euh, le constat, bien sûr, c'est que les capacités sociales, émotionnelles, intellectuelles ne sont pas des processus séparés dans le cerveau, sont différentes dimensions d'un même processus et euh, euh, ces capacités, elles activent des réseaux cérébraux qui sont interdépendants. Au niveau cérébral, on ne peut pas totalement faire la différence entre une capacité sociale, une capacité émotionnelle et intellectuelle. On peut observer que pendant la réalisation de tâches qui pourraient être purement cognitives, totalement abstraites au plan cognitif, eh bien, on va tout de même voir impliquer des réseaux qui sont aussi impliqués dans le traitement des informations émotionnelles et sociales. Et pour Imordino, ça veut dire que l'école doit s'intéresser aussi à la façon dont les élèves se relient émotionnellement au contenu pédagogique. Pas seulement s'intéresser aux compétences formelles et au contenu pédagogique pur, mais aux liens que les élèves vont avoir avec l'apprentissage. Et c'est ça qui fait, je trouve, un parallèle avec le processus de résonance, hein. C'est-à-dire l'interaction entre soi, quel sens va avoir le savoir pour soi. Et elle insiste sur un décalage entre cette période de l'adolescence qui est extrême, une période de grande sensibilité sociale et émotionnelle, de croissance cognitive et affective avec tous les réseaux, la maturation des réseaux du traitement de émotionnel et sociaux et la maturation quand même aussi des réseaux exécutifs de la pensée. Et avec à côté de ça, selon elle, un décalage plus marqué, enfin pardon, avec une scolarité qui va se concentrer sur la conformité du comportement et des contenus pédagogiques. Donc elle dit, les contenus sont dissociés finalement des besoins sociaux et émotionnels des ados de ce, au moment particulier de ce développement à l'adolescence, qui est le besoin de nouer des relations sociales significatives, de contribuer à la communauté, de construire une agentivité intellectuelle et une identité avec une conformité de comportement euh, dans attendu vis-à-vis des contenus pédagogiques. Alors ça, bon, moi, je n'ai pas vraiment de recul et de discussion. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter ce point-là ou a quelque chose à dire sur ce décalage Euh, En fait, il faut qu'on finisse dans 5 minutes, hein, dans donc 5 minutes. peut-être Donc je vais plutôt faire la vite. discussion après Oui, dans d'accord. l'histoire.
Ouais. Parce qu'il est Euh, possible qu'il y ait un séminaire juste après, et donc en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on soit vraiment sorti à l'heure, en fait. d'accord, d'accord. Donc d'accord, je vais vraiment passer au résultat. Pour elle, pour concilier ce décalage, on peut faire appel au comportement, à l'engagement, au raisonnement civique. C'est pas le comportement civique qui est poli, mais c'est le raisonnement civique qui permet aux jeunes de construire l'identité et qui est euh, émotionnellement motivant. Alors, je vais prendre très vite les illustrations qu'elle utilise. Elle enregistre avec des interviews les réponses d'étudiants. C'est une étude longitudinale qui a suivi des étudiants entre 14 et 18 ans jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte et qui, par exemple, examine comment les étudiants raisonnent euh, par rapport à des scènes, par exemple, aux crimes violents. Donc, elle va observer des réponses au niveau concret. Donc, les étudiants peuvent expliquer l'occurrence de crimes violents dans leur environnement par des émotions incontrôlées, des mauvaises décisions, donc une pensée qu'elle décrit comme étant plutôt concrète, et des réponses qui ont un niveau plus abstrait de pensée qu'elle appelle la pensée transcendée, où là, les étudiants vont plutôt décrire que la violence est due aux cycles familiaux, vont évoquer le rôle des modèles personnels, des modèles familiaux, de l'histoire personnelle. Et ça va être une violence qui va être expliquée, donc une pensée qui va résonner plutôt par rapport au système de relations, au système de croyances. Donc, si les deux types de pensées vont contribuer au fonctionnement social, le second, il ouvre vers un sens plus riche, hein, avec une meilleure capacité à comprendre et transformer la réalité. Et ça, on va voir que ça correspond à deux types d'activation cérébrale. Donc ça, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Alors, je vais passer là-dessus pour aller directement au résultat. Ce qu'elle montre dans un premier temps, c'est que cette pensée, bon, qu'elle appelle la pensée transcendée, elle ne va pas activer les mêmes réseaux cérébraux, hein. Elle va activer un réseau cérébral euh, qui va, euh, qui va correspondre à une pensée plus élaborée et en relation, alors je vais peut-être euh, j'essaie d'organiser ma présentation pour vous montrer directement des résultats sans aller trop dans les détails avant ça. Euh, des fonctions exécutives beaucoup plus riches et donc en comparant les activations cérébrales de ces étudiants avant euh, euh, au départ de cette étude et puis 1 an et demi, 2 ans après, et en mesurant au bout de 5 ans le bien-être à l'âge adulte, en mesurant comment est-ce que les adolescents, au fil des années, ont construit leur identité. Elle va montrer, alors d'une part qu'au départ, tous les étudiants, certes, ont des pensées transcendées, mais c'est que plus ils ont des pensées transcendées comme ça, plus leur réseau de pensée exécutif vont maturer. Les connexions fonctionnelles sont augmentées avec l'occurrence de ces réflexions intérieures qui dépassent la concrétude, mais qui vont engager euh, des interprétations qui vont mettre en- en- des interprétations réflexives sur le fonctionnement de la société, voilà, pour caricaturer. Hmm. Et cette, euh, cette croissance neuronale, elle va prédire le développement identitaire à 3 ans et demi dans l'étude et va également prédire la satisfaction de vie au début de l'âge adulte. Autrement dit, plus un adolescent vers 14 ans va penser de façon abstraite, transcendée, plus ses réseaux cérébraux exécutifs vont se coordonner, ce qui va prédire un développement identitaire accru et une meilleure satisfaction de vie à 5 ans. Donc là, je suis allée très très vite, euh, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a une interaction entre les systèmes cérébraux
de la pensée et euh, leur balance, leur coactivation dans le temps qui va euh, agir euh, comme un facteur de résilience neurobiologique. Pourquoi? Parce que euh, euh, les élèves qui sont confrontés à des formes de violence communautaire vont avoir un amincissement de l'épaisseur corticale, qui peut se traduire par des plus grandes difficultés d'apprentissage, alors que plus il y a de pensées transcendées, abstraites, et plus on peut contrebalancer ces effets délétères sur le développement du cerveau et conduire à un épaississement euh, cortical et vraiment une augmentation. Donc je passe très vite sur l'impact du stress social sur le cerveau pour Stéphanie, conclure que je pense qu'il y a des gens derrière la porte, donc il faut des vraiment gens derrière la porte. Bon ben voilà, je conclus tout simplement en disant euh, que l'engagement civique, c'est pas seulement un moyen d'apprendre, c'est une expérience structurante pour les réseaux cérébraux qui peut également favoriser la construction de l'identité et la satisfaction de vie. Bon, c'est désolée, un peu c'est bâclé là. absolument fascinant. J'aurais dû te laisser plus de temps pour la présentation. On aura le temps de revenir au moins à la dernière séance et puis peut-être au fur et à mesure des séances. Merci beaucoup, Stéphanie.